Un grand merci Kimberly Jones pour cette intervention vraiment passionnante sur Maud et Chesterdale et aussi très richement documentée dont les photographies des intérieurs et de l'accrochage de la collection par les Dale résonnent aussi avec celle des Stein et nous posent tout un tas de questions. Nous allons terminer cet après-midi avec une dernière intervention sur une autre figure essentielle de collectionneur américain qui a contribué à la diffusion des œuvres des périodes bleues et roses aux États-Unis. C'est Albert Barnes et c'est Nancy Ireson qui va nous en parler. Nancy Ireson a travaillé à la Tate Modern et elle est désormais Deputy Director for Collections and Exhibitions and Gun Family Chief Curator à la Barnes Foundation à Philadelphia. Elle a été notamment commissaire de l'exposition Picasso 1932 à la Tate de Londres. Nancy Ireson, je vous invite à nous rejoindre. Merci beaucoup. Donc, je parle aujourd'hui d'un collectionneur qui avait un caractère assez différent de Chesterdale, mais qui était très important au XXe siècle aux États-Unis et en Europe aussi à cause de la crise économique surtout. Ces collectionneurs américains avaient un statut même plus élevé à cause de cette situation. Donc, je commence avec Barnes qui... Barnes est né en 1872. Elle était d'une famille classe ouvrière et elle était quand même très, très intelligente. Elle a fait ses études en médecin et à 20 ans, elle était déjà médecin. Mais en effet, elle n'a jamais pratiqué. Elle avait décidé plutôt de continuer ses études en pharmacie. Elle était en Allemagne, elle avait trouvé un collaborateur et ensemble, ils ont créé un médicament. Et grâce à ce médicament, elle a fait sa fortune. Elle avait commencé son voyage de collectionneur à 40 ans, donc assez tard, mais quand même, elle l'a fait très sérieusement. Donc, je dois vous introduire quelques caractères. William Glackens, une camarade de classe de Barnes, lui a assisté au premier lieu. Glackens était peintre lui-même et Barnes lui a donné une somme d'argent pour aller à Paris, pour acheter des œuvres. Et Glackens a fait un travail assez intéressant. Mais avant de le faire, il a dû prendre contact avec Maurer. Maurer était un autre peintre américain déjà installé à Paris. Et il a fait partie d'un groupe des gens avant-garde à Paris, surtout les Stein, qu'on a entendu Madame Desbray en parlant cet après-midi. Et donc, voilà, la famille Stein, comme on a vu il y a quelques instants. Mais Glackens a bien fait. Il a rentré en Philadelphie avec, entre autres choses, cette Van Gogh qui est encore dans la collection. Et le premier Picasso dans la Fondation Barnes. Celui-ci, un drôle des périodes bleues. Donc, c'était quelques mois après, avec beaucoup d'enthousiasme, que Barnes lui-même avait décidé de faire le voyage à Paris. Il a eu envie d'acheter des choses lui-même. Et donc, voilà, Paris à l'époque. Et donc, on a quelques récollections dans les lettres de Barnes. Barnes avait gardé une archive assez importante. Et heureusement, on a des copies de toutes ses correspondances. Donc, on a les deux côtés de sa correspondance. Et ici, on voit que il était dans la galerie Kahnweiler. Et là, il a acheté plusieurs choses. Il a payé en somme, voilà. Enfin, il exagère un peu, il a payé quand même. Mais on a l'impression que c'était l'après-midi même de son réunion avec les Stein qu'il avait décidé d'acheter ses premiers Picasso. Et il avait acheté entre 8 et 12 œuvres. Entre celles-ci, quelques études. Après ces journées de colloque, on vient de reconnaître toutes ces images.
Mais il y avait des choses plus prestigieuses aussi, et surtout cette image d'un enfant qui est assez particulière pour la période Blur, qui a des références espagnoles. Et là, peut-être on commence de comprendre mieux le goût de Picasso, de Barnes, le goût de Barnes, parce que il avait toujours cet entrée dans les liens entre l'art moderne et l'art historique. Il avait créé une espèce de méthodologie, le Barnes Method, en effet, pour regarder des œuvres. Et c'était surtout formaliste. Mais dans sa fondation, qu'il a créée en 1922, il avait décidé de concentrer plutôt sur les couleurs, sur les lignes. Et là, avec ses premiers choix de Picasso, on commence de voir comment il a créé cette idée de l'artiste. Donc là, c'était le 9 décembre 1912. Barnes était très fier de l'idée qu'elle était une des premières Américaines d'acheter Picasso. Et on voit ça dans ses lettres aussi. Voici un texte qu'il a écrit à André Saumont, mais il n'a pas envoyé. Et là, il explique qu'il était entre les premiers d'acheter beaucoup des artistes importants, pas que Picasso, mais Matisse, Modigliani aussi. Et en effet, Barnes a eu beaucoup de difficultés en Philadelphie. Déjà, il n'a fait pas partie des gens importants dans la ville. Il avait des racines différentes. Et dans ses choix artistiques, les gens ont beaucoup critiqué son goût. Et ils ont trouvé que les choses étaient laides. Même le langage qu'ils ont utilisé pour critiquer Barnes avait une ambiance de quelque chose, un peu, démodé, vulgaire. C'était vraiment même une façon raciale de parler de cet art. Donc, à cause de ça, Barnes a été très fermé. C'était un espèce de paradoxe. Il a créé une fondation pour ses œuvres en 1922, mais au même moment, il était contre les historiens d'art, contre l'éducation classique. Par contre, dans ses usines, il avait arrêté le travail 2 heures par jour pour enseigner ses travailleurs. Donc, c'était ces travailleurs qui ont profité de voir ses œuvres. Et donc, peut-être il était même plus sensible dans ses choix. Ses choix, effectivement, avaient un bout. Voici le musée comme il est maintenant, comme la fondation, comme avec la collection Chesterdale, les œuvres aux fondations Barnes ne voyagent pas. Donc, après que vous avez pris vos billets pour aller à Washington, venez nous voir aux fondations Barnes. C'est que 2 heures dans le train, c'est très facile à faire. Et donc, vous commencez à comprendre un peu comment Barnes a exposé ses œuvres. Et là, c'est un travail qu'il a fait pendant plusieurs années. On voit le Picasso qu'il a acheté tout au début, avec ses Matisse. C'est intéressant parce qu'il n'était pas du tout religieuse, même si sa famille était méthodiste au début. Mais quand même, il avait écrit des espèces d'altres dans la galerie même, avec des bougies, avec cette espèce de chalesse. C'est assez étrange, mais il avait un aspect spirituel dans sa compréhension de l'art, et ça se voit dans les galeries. Et là, on voit aussi que les Picasso deviennent partie de quelque chose qui n'est pas qu'une exposition Picasso. On appelle cette espèce d'accrochage des ensembles. On voit que les œuvres jouent les uns à côté des autres. Il y a même un sens d'humeur, des fois, dans ces choix. En fait, je vais juste aller en arrière, mais je pense que cette espèce d'alter avec les odalisques, avec cette modèle qui est peut-être sans doute une prostituée. Il y a des paradoxes qu'il aime jouer avec l'accrochage.
Barnes a acheté des choses de Ude aussi. Donc, il était en contact avec beaucoup des marchands à Paris. Éventuellement, il achetait grâce à De Rondruel aussi. Mais souvent, on n'a que des bribes de ces transactions. Comme ce n'est pas une collection qui était très ouverte, c'est assez récent quand on commence à comprendre les archives, commence à faire des vraies recherches dans sa collection. On a l'impression que Barnes était même en contact direct avec Picasso. Et c'est probable qu'il a acheté des choses, peut-être même dans l'atelier. Il n'y a pas de lettres entre Barnes et Picasso, mais quand même, ils ont eu des mêmes contacts. C'est raisonnable de penser qu'ils étaient en contact direct. Mais alors, c'est très sympa en ce moment parce qu'à Paris, on a cette saison Bleu et Rose au musée d'Orsay, mais il y a aussi les portraits de Uder et de Kahnweiler au centre Pompidou. Donc, on a tout à Paris. Avec une assez petite pause, Barnes a acheté cette œuvre très importante, de nouveau un Picasso des années assez tôt, 1906. Et aujourd'hui, on le voit dans le premier salle du Fondation Barnes, avec un Matisse, deux Matisse très importants en effet, et en face de quelques Renoirs. Je dois dire que Picasso n'était pas l'artiste préféré de Barnes. Il avait 181 Renoirs et 69 Cézanne. Et il n'avait que 46 Picasso. Donc, quand même. Mais là, on commence aussi de voir comment les œuvres jouent dans une espèce d'histoire. On a cette tradition méditerranéenne, on a la danse que Matisse avait créée exprès pour Barnes en 1932. Et autour de la salle, on voit tous ces liens. L'ensemble n'est qu'une mur, c'est une salle. Mais on voit que Picasso devient une partie de la poésie barnesienne. Il a acheté aussi, quelques années plus tard, mais on ne connaît pas le date précise, cette Picasso de 1906. Et là aussi, c'est un Picasso qui regarde l'art archaïque, qui est surtout méditerranéen. L'art s'est installé dans les salles. Et il a acheté cet acrobat et jeune harlequin. Celui-ci, nous savons que c'était acheté avec l'assistance de Paul Guillaume. Beaucoup des choses dans la Fondation Barnes viennent de Paul Guillaume, que nous savons bien est le fondateur du musée de l'Orangerie. Et pour Guillaume, Barnes était très, très important. J'ai l'impression moi-même qu'ici, on voit une espèce de publicité. Dans les mêmes éditions des Arts à Paris, le journal qui dirige Paul Guillaume, on voit une illustration de cette toile qui vient d'entrer dans la Fondation Barnes. Et puis, voilà, ça c'est dans la salle. Mais quelques mois après, dans la même édition, on avait cette toile qui est marquée dans la collection Paul Guillaume. Alors, ça c'est novembre 2024. Et puis, janvier 2025, c'est dans la Fondation Barnes. Donc, je me souviens, avant que j'ai fait mon doctorat, j'ai travaillé pour un marchand de l'art et le marchand m'a dit tout était pour vendre, ce n'est qu'une question de prix. Donc, Barnes était quand même homme d'affaires et souvent, il avait trouvé le bon moment pour acheter. Par exemple, il était assez contente qu'avec Matisse, la danse était une commande qu'il a faite. Et l'idée, c'était que la danse était un projet d'1 année. Mais Matisse avait mal pris les dimensions et ça lui a pris 2 ans. Mais est-ce que le budget a changé? Pas du tout. Barnes était surtout homme d'affaires et elle était contente d'avoir cette genre de dynamique. Donc là, de nouveau, on voit cette façon d'exposer l'œuvre.
Barnes a acheté des choses de 1907, dans la période où Picasso est plutôt dans le monde des demoiselles d'Avignon, où il regarde l'art africain, l'art oceanique. Mais il avait du mal avec du cubisme. Peut-être une des mieux, le plus frappantes dans la Fondation Barnes, c'est celui-ci, où on voit les œuvres africaines avec les têtes Picasso et quelques Modigliani. On voit là une liaison assez limpide entre l'Afrique et l'art moderne. Pour Barnes, Picasso et Matisse et ses pairs ont pris l'art africain et créé quelque chose de moderne. Nous savons que pendant que Barnes a donné des cours dans ces salles, il avait joué de la musique. Et en exposant le petit Picasso, qu'on voit là, la petite tasse, il avait joué du gospel à ses élèves. Et souvent, ses élèves étaient des African-American aussi, parce que ce qui était assez rare à l'époque, dans ces usines, les travailleurs il y avait des femmes, il y avait des African-Americaines. Donc là, pour lui, c'était l'aspect social qui était très important aussi. Néanmoins, si on voit cette image, on voit aussi qu'avec notre vision d'aujourd'hui, c'est aussi assez problématique parce que l'Afrique est mise dans une place à part. Ce n'est pas une vision contemporaine, c'est plutôt l'idée de prendre quelque chose et faire quelque chose de nouveau avec. Dans ces lettres, on n'arrive pas à trouver un moment où Barnes refuse le cubisme de Picasso, mais on voit quand même qu'il avait des réservations. Donc là, il dit que il n'est pas forcément très fan de cubisme, mais il comprend bien que Picasso est un artiste du talent, qu'il prend quelque chose de Cézanne et qu'il joue avec. Mais par contre, il continue d'acheter des choses du début du carrière de Picasso, comme celui-ci qui montre des Catalans à Montmartre. Et là, de nouveau, même aux années 20, il continue avec ce même dialogue. Quelques années avec ce lettre, il avait critiqué le cubisme dans un article qui vraiment explique son dégoût pour le style. Mais au même moment, il laisse une porte ouverte pour Picasso, pour le cubisme. Et là, il dit qu'il y a même un rapport entre le cubisme et la figuration qui lui attire. Et comme Chester Dale, il était vraiment pour tout ce qui était figuratif. Peut-être si Barnes n'était pas mort aussitôt qu'il était, il est mort dans un accident de route en 1951. Peut-être son goût aurait évolué, mais malheureusement, on est coupé assez vitement. Et on voit dans ses achats que ça continue d'être une Picasso classique qu'il préfère. Donc là, c'est ses achats d'années 20. En allant plus loin, il avait même mis Picasso dans une tradition plus forte. Là, on voit une tapisserie qui était commandée. En fait, c'était un travail que Picasso a fait avec Marie Cuttoli. Et là, Cuttoli était une figure très importante. Elle avait travaillé avec Aubusson, avec la fabrication de tapisseries à Aubusson. Et Barnes était très motivé de travailler avec Cuttoli. Et là, on voit la tapisserie qu'il a achetée et l'étude pour celui-ci qui est aujourd'hui au Centre Pompidou, qui fait partie de Donation Cuttoli. Souvent, on voit ça comme une œuvre d'art tout corps, mais là, en le voyant avec la tapisserie, on voit qu'en effet, c'est quelque chose d'autre. Mais le fait que c'est Picasso, c'est Aubusson, ça fait toute une tradition. Et même pendant que c'était accroché dans nos galeries, c'était avec le bonheur de vivre de Matisse. Donc là, voilà, le lien méditerranéen est tout à fait limpide.
Pour finir, quand même, Barnes n'était pas fan de tous les œuvres de Picasso. Donc, d'habitude, elle achetait du bleu et du rose, mais là, elle avait quand même des réservations. Et il parle de celui-ci, qui est maintenant au Metropolitan Museum et qui était partie de collection de Schofield Thayer, qui était poète et qui avait fait une collection de l'art érotique. Dans une lettre assez, un peu choquante dans son choix de langage, Barnes explique à part de la fait que l'autre portrait est assez convaincant, cette Picasso n'est pas de l'art, c'est de la pornographie. Donc même une homme du peuple qui était très ouvert aux choses modernes, à l'art Picasso, bleu et rose, avait son propre goût à lui. Merci beaucoup.